Avez-vous déjà remarqué, certaines personnes ont tout dès leur plus jeune âge, mais au fond d'elles-mêmes, elles se sentent incomplètes. D'autres s'éveillent tardivement, et c'est alors que la vie commence véritablement. Cela peut vous paraître étrange. Mais selon Carl Jung, cette prise de conscience tardive n'est pas un retard, c'est une invitation, car on ne peut découvrir qui l'on est vraiment tant que l'image que l'on a de soi n'est pas détruite. Si vous ressentez actuellement une stagnation dans votre vie, un sentiment de vide, un malaise indéfinissable, peut être, n'est-ce pas, un problème? Peut être, est-ce le commencement même? La première moitié de la vie est une période où l'on se construit non pas soi-même, mais ce que l'on attend de soi. Selon Carl Jung, cette phase est un processus d'adaptation où les exigences du monde extérieur, et non la vérité intérieure, sont au centre. Durant ces années, on ne se demande pas qui l'on est. On apprend comment se présenter. On comprend quel rôle est acceptable, quels comportements sont valorisés, quelles émotions doivent être réprimées, et l'on se forge progressivement une personnalité. Ce masque n'est pas malveillant. Au contraire, il est nécessaire à la survie. En famille, à l'école, au travail et dans les relations, une personne survit, est approuvée et protégée de l'exclusion grâce à ce masque. Elle paraît forte, docile et conforme aux attentes. Pour éviter les conflits sociaux, elle refoule silencieusement de nombreux sentiments. Avec le temps, ce refoulement devient une habitude, et la personne devient incapable de discerner ses véritables émotions. Selon Jung, le danger ne réside pas dans l'existence du masque, mais dans l'identification à celui-ci. Lorsqu'une personne oublie qu'elle joue un rôle, elle finit par croire que ce rôle, c'est elle. Elle s'estime précieuse dans les domaines où elle réussit et s'effondre intérieurement face à la possibilité d'un échec, car sa valeur ne provient plus de son existence, mais de sa fonction. La vie est généralement intense durant cette période. Objectifs, responsabilités et tâches à accomplir sont incessants. La personne ne s'arrête jamais, car elle craint d'affronter sa voix intérieure. Un malaise diffus règne en elle, sans être nommé. La fatigue est perçue comme physique et l'insatisfaction comme passagère. Jung explique qu'à ce stade, l'individu enferme son inconscient dans un coin reculé. Les émotions refoulées, les désirs différés, la colère et les peurs inexprimées s'y accumulent. Si tout semble aller bien en apparence, un sentiment de vide grandissant se développe intérieurement. La personne tente souvent de combler ce vide en travaillant davantage et en recherchant toujours plus de réussite. Elle rêve d'une meilleure position, d'une image plus positive, d'une vie plus parfaite. Mais cet effort fragilise encore plus son lien avec son fort intérieur. Car à mesure que le personnage se renforce, le véritable moi s'efface. Selon Jung, la plus grande erreur commise durant la première moitié de la vie est de croire que ce système est immuable. On pense pouvoir porter ce masque toute sa vie. On confond l'ignorance des conflits intérieurs avec la maturité et la répression des émotions avec la force. On confond la conformité aux attentes de la société avec le dépassement de soi. À ce stade, la personne s'identifie souvent moins à elle-même qu'à son image. Ce qu'elle voit dans le miroir n'est pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle devrait être. C'est précisément pourquoi la première moitié de la vie passe généralement vite, mais sans s'approfondir. On vit beaucoup, on ressent peu. On parle beaucoup, on exprime peu. Selon Jung, cette période n'est pas erronée, elle est incomplète, car la question n'a pas encore été posée. La personne ne s'est pas encore arrêtée pour se demander « Qui suis-je » Elle ne fait que répondre à la question « Qu'attendons de moi ?» On ne peut entrer dans la seconde moitié de la vie sans avoir achevé cette étape. On ne peut retirer le masque sans l'avoir remis. On ne peut percevoir les limites de la personnalité sans les avoir construites. C'est pourquoi Jung considère la première moitié de la vie comme une période de préparation. Mais cette préparation recèle un nœud qui sera inévitablement dénoué un jour. Lorsqu'une personne en prend conscience, une tension indéfinie surgit en elle. Tout semble à sa place, mais il manque quelque chose. Ce sentiment est un appel indicible. Et cet appel n'est pas une crise, comme la plupart des gens le pensent, mais le premier signe d'une transformation profonde. Durant cette période, on a souvent tendance à s'éloigner inconsciemment des moments de découverte de soi. Le silence est déstabilisant car, dans le silence, ce qui a été refoulé a tendance à remonter à la surface. La vie est ainsi surchargée. Elle regorge d'agendas, de responsabilités, d'objectifs et d'attentes. Selon Jung, cette intensité n'est pas un indicateur de productivité, mais une compensation pour le manque de connexion intérieure. Plus une personne est occupée, plus elle se sent en sécurité. Car l'agitation retarde le questionnement. Les questions qui s'accumulent dans le monde intérieur sont reportées, les émotions ne sont pas nommées, les conflits sont refoulés. Dans cet état,
La personne se croit forte car elle ignore sa fragilité. Mais comme tout ce qui est invisible, ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela s'enfonce simplement plus profondément et s'y transforme silencieusement. Jung affirme qu'il y a un prix à payer pour ce type de report de l'inconscient durant la première moitié de la vie. À un certain moment de la vie, le masque que l'on porte depuis des années commence à se fissurer et ce moment représente l'un des seuils les plus critiques décrits par Carl Jung. De l'extérieur, rien de majeur ne se profile. Le travail continue, l'ordre règne, les relations se maintiennent, mais une tension indescriptible surgit intérieurement. Les objectifs qui semblaient jadis porteurs de sens s'estompent, le sentiment de réussite est éphémère. L'écho des applaudissements s'évanouit rapidement. La personne avance dans sa vie, mais ne ressent plus le chemin qu'elle emprunte. Selon Jung, cette rupture n'est pas soudaine. Elle progresse comme une dissolution lente, silencieuse et profonde. Chaque matin, la personne se réveille face à la même vie, mais une réticence intérieure l'accompagne. Elle est fatiguée, sans pouvoir l'expliquer. Le repos n'est pas la solution, car ce n'est pas le corps qui est fatigué, mais l'identité. Jusqu'ici, la persona a agi comme une armure protectrice. Elle a maintenu la personne à flot face aux exigences du monde extérieur, lui donnant une direction. Cependant, cette armure s'alourdit avec le temps, entravant tout mouvement. La personne n'est plus contrainte de répondre uniquement aux attentes extérieures, mais aussi à ses propres contradictions refoulées. Jung explique qu'à ce stade, l'inconscient commence à se manifester. Les émotions refoulées, les désirs différés et les conflits ignorés refont surface. Cette confrontation est souvent déclenchée par un échec, une rupture, un problème de santé ou un profond sentiment d'absurdité. L'individu veut croire que ces symptômes sont passagers. Il tente de les étouffer en travaillant davantage, en paraissant plus fort et en se forçant à se remotiver. Mais cet effort n'atténue pas la tension intérieure. Au contraire, il l'exacerbe. Car, selon Jung, le point de rupture n'est pas un problème à résoudre, mais un message à entendre. Le masque ne peut plus dissimuler le vrai moi. Pour la première fois, la personne commence à ressentir clairement le prix du conformisme qu'elle a entretenu pendant des années. Une lassitude s'installe, née du fait de répondre à des attentes qui ne sont pas les siennes, d'être celles que les autres attendent d'elle, de constamment refouler ses propres sentiments. Cette lassitude est souvent mêlée de culpabilité. La personne se croit ingrate et se juge pour avoir le sentiment que ce qu'elle possède est insuffisant. Jung établit ici une distinction importante. L'insatisfaction n'est pas un défaut moral, mais un signal psychologique. Ce signal apparaît lorsqu'une personne perd son intégrité intérieure. Le point de rupture se situe précisément à ce stade. La distance entre le personnage et le véritable soi devient visible. La personne commence à percevoir l'écart entre le rôle qu'elle joue et la réalité qu'elle ressent. Et cet écart est perturbant, car il l'amène à remettre en question les efforts déployés, les sacrifices consentis et les identités construites jusqu'alors. Selon Jung, beaucoup se replient sur eux-mêmes à ce stade. Ils approchent du seuil de la conscience, puis s'en éloignent. Ils tentent de maintenir l'ordre ancien, s'efforcent de réparer le masque et ignorent les fissures. Mais cet effort est temporaire. Une fois la rupture amorcée, l'inconscient ne recule pas. Soit la personne entend cet appel et entreprend un voyage intérieur, soit elle répète les mêmes cycles avec une tension intérieure encore plus intense. C'est pourquoi Jung définit le moment de la rupture non comme un effondrement, mais comme l'ouverture d'une porte vers la seconde moitié de la vie. Le sentiment que tout a perdu son sens est en réalité la dissolution des significations superficielles. L'inadéquation du masque n'est pas une faiblesse, mais un signe de maturité. À ce stade, l'individu s'arrête véritablement pour la première fois et se confronte à la question « Qui ai-je été jusqu'à présent ? Et qui suis-je appelé à être maintenant ?» La transformation commence non pas lorsqu'on trouve la réponse à cette question, mais lorsqu'on peut la poser. Le plus difficile à ce stade est l'incertitude. On a le sentiment de ne plus pouvoir continuer comme avant, mais on ne sait pas comment procéder. Il n'y a pas d'ennemi clairement identifié, aucun problème concret ne se dessine. Tout se passe à l'intérieur. Selon Jung, cette incertitude n'est pas une épreuve de l'esprit, mais de l'être. L'individu est confronté pour la première fois à un processus intérieur qu'il ne maîtrise pas. Les solutions habituelles échouent, la logique se tait et la motivation s'amenuise. Cela l'effraie, car les outils sur lesquels il s'appuyait jusqu'alors deviennent inefficaces. Pour garder espoir, il tente encore et encore tout ce qu'il a appris, mais le résultat reste le même. À ce stade, la rupture s'accentue car l'individu prend conscience pour la première fois qu'il ne peut pas tout résoudre seul. Jung considère cette résistance comme naturelle. On ne renonce pas facilement à son identité.
Selon Carl Jung, l'un des concepts les plus mal compris est celui de l'ombre, car on l'aperçoit souvent comme une zone obscure, dangereuse ou refoulée. Or, l'ombre désigne la relation qu'une personne ne parvient pas à établir avec elle-même. Émotions inavouées, colère refoulée, peurs enfouies, besoins insatisfaits et désirs inavoués s'y accumulent. Pour des raisons morales ou sociales, on laisse ces fragments à l'extérieur, et avec le temps, on finit par les considérer comme étrangers à soi-même. L'une des observations les plus frappantes de Jung est la suivante. On croit contrôler ce que l'on refoule dans l'inconscient, mais en réalité, c'est soi-même qui est contrôlé. L'ombre ne disparaît pas lorsqu'on l'ignore. Elle ne se manifeste qu'indirectement. Des accès de colère soudains, une jalousie inexplicable, des problèmes relationnels récurrents et un état d'hypervigilance constant sont autant de signes de cette zone invisible. Face à ces réactions, on blâme le monde extérieur. On tient les autres, les circonstances et le passé pour responsables. Selon Jung, il s'agit d'un phénomène de projection. La personne projette sur autrui les caractéristiques qu'elle ne parvient pas à affronter en elle-même. Elle perçoit sa propre agressivité comme une menace extérieure et son sentiment d'inutilité comme du mépris de la part d'autrui. Ainsi, le conflit intérieur se transforme en une lutte extérieure. Cette situation procure un faux sentiment de soulagement, car le problème ne semble pas être d'origine interne, mais le prix à payer est élevé. La personne vit dans un état de défense constant, sur le qui-vive, percevant chaque interaction comme une menace potentielle. Selon Jung, c'est là que commence la fuite. En fuyant son ombre, la vie se rétrécit. Elle noue moins de liens, prend moins de risques et ressent moins de choses. Elle abandonne sa vitalité intérieure pour se sentir en sécurité. Sans contact avec son ombre, l'intégration est impossible, car la plénitude ne se résume pas à la somme des qualités positives. Une conscience qui n'affronte pas l'obscurité demeure incomplète. C'est pourquoi Jung affirme que l'étape la plus difficile, mais aussi la plus nécessaire, du processus d'individuation est la confrontation avec son ombre. Cette confrontation ne doit pas nécessairement être une confession dramatique ou une confrontation brutale. Souvent, elle commence par une prise de conscience silencieuse. La personne observe une réaction et marque une pause. Au lieu de refouler une émotion, elle la nomme. Au lieu d'accepter immédiatement une pensée comme vraie, elle la questionne. C'est à ces moments que le rapport de force bascule, car ce qui était évité ne peut plus être contrôlé. Lorsque l'ombre est amenée au domaine de la conscience, elle cesse d'être un ennemi et devient une source de connaissance. Selon Jung, celui qui se confronte à son ombre ne s'affaiblit pas, mais se fortifie. Il ne devient pas plus passif, mais plus conscient, car il ne lutte plus contre l'obscurité intérieure, il la reconnaît. Ce processus de reconnaissance n'est pas facile. Il peut s'accompagner de culpabilité, de honte et de résistance, mais ces sentiments sont temporaires. Ce qui est permanent, c'est le sentiment de maîtrise intérieure. La personne ne perçoit plus tout ce qui lui arrive comme une attaque personnelle. Elle voit chaque déclencheur non comme une menace extérieure, mais comme un point de contact intérieur. Selon Jung, la véritable liberté commence ici. La personne se libère des forces invisibles qui la sabotent, car elle a reconnu la source de ces forces. Lorsque la fuite prend fin, le contrôle disparaît lui aussi. Pour celui qui affronte son ombre, la vie ne devient pas plus facile, mais plus authentique. Et la réalité est toujours plus transformatrice qu'une paix illusoire. Celui qui, croyant vivre sa vie sans se confronter à son ombre, évolue en réalité sur un plan guidé par des réactions automatiques. Il pense choisir, mais la plupart du temps, il ne fait que réagir. Selon Jung, cette situation ne découle pas d'une malveillance consciente, mais d'un manque de conscience. On est libre que lorsqu'on se connaît soi-même, lorsqu'on prend conscience de ses propres penchants obscurs. C'est pourquoi certains répètent les mêmes erreurs, vivent les mêmes ruptures dans des relations similaires et reproduisent les mêmes conflits sous d'autres noms. Seul le décor change. Le scénario intérieur reste le même. Tant que l'ombre demeure invisible, elle est perçue comme une fatalité. Dès lors, il devient évident qu'affronter son ombre n'est pas une question de morale. Jung considère la répression de l'ombre non comme une vertu, mais comme une lâcheté. Car lorsqu'une personne refuse de reconnaître l'agressivité, l'égoïsme ou la peur qui l'habite, elle les projette sur autrui. Les relations se tendent, la confiance s'érode, et la personne se sent constamment obligée de se défendre. Cet état défensif l'endurcit avec le temps. Cette dureté est perçue comme de la force, mais elle ne fait que masquer une vulnérabilité intérieure. Le contact avec son ombre n'adoucit pas cette dureté, il la rend superflue. Selon Carl Jung, la seconde moitié de la vie n'est pas une continuation, mais une transformation qualitative.
Ce changement survient tardivement pour la plupart des gens, car ils n'osent se tourner vers l'intérieur que lorsqu'ils sont profondément épuisés. À ce stade, les exigences du monde extérieur ne sont plus centrales. Le succès, le statut et l'approbation ne sont plus aussi déterminants. On continue d'assumer ses responsabilités, de participer à la vie sociale, mais une distance intérieure se crée. Cette distance n'est pas une rupture, mais un retrait conscient. Jung décrit ce processus comme la cessation de l'expansion extérieure et l'approfondissement intérieur de l'individu. On ne se demande plus « comment dois-je paraître ?» mais « avec quoi suis-je en harmonie ?» Cette prise de conscience ne survient pas soudainement. Elle émerge généralement après une longue période de trouble. On réalise qu'on est incapable d'agir avec ses anciennes motivations depuis un certain temps. Les mêmes objectifs ne nous animent plus. Les mêmes réussites n'ont plus la même signification. Ce phénomène est souvent mal compris et pris à tort pour une simple réticence passagère. Selon Jung, ce sentiment correspond à un changement d'orientation de notre boussole intérieure. Lorsque commence la seconde moitié de la vie, on devient moins pressé, on se justifie moins et on cherche moins à faire ses preuves. Le silence cesse d'être dérangeant et devient un espace de réflexion. Durant cette phase, on commence à se confronter à des questions longtemps refoulées. Les pensées de mort, la finitude du temps et la quête de sens deviennent plus présentes. Jung affirme que cette confrontation est un indicateur d'un développement spirituel sain, car c'est en acceptant sa mortalité qu'on peut approfondir sa compréhension. La prise de conscience vécue dans la seconde moitié de la vie, bien que perçue comme l'effondrement des idéaux de jeunesse, est en réalité une transformation de ces idéaux en une forme intérieure. On ne fait plus de grandes déclarations ni ne nourrit de grandes prétentions, mais on développe une existence plus authentique. On commence à agir selon ses propres normes intérieures et non selon les attentes d'autrui. Cela transforme les relations. Des liens plus profonds se tissent avec un nombre restreint de personnes. Au lieu d'être ouvert à tous, on devient sélectif. Selon Jung, cette sélectivité n'est pas de l'égoïsme, c'est une économie spirituelle. Au lieu de disperser son énergie, on apprend à la concentrer sur des domaines essentiels. Durant cette période, beaucoup portent un regard différent sur leur passé. Ils réalisent que ce qui était auparavant considéré comme une réussite n'était en réalité qu'une fuite, et que les actions perçues comme des sacrifices revenaient à s'abandonner soi-même. Cette prise de conscience peut engendrer de la culpabilité, mais celle-ci est éphémère, car la conscience n'est pas faite pour juger, mais pour intégrer. Le processus que Jung nomme individuation s'approfondit alors. On ne cherche plus à se corriger, mais à comprendre. Au lieu de refouler ses conflits intérieurs, on écoute. Au lieu de réagir, on observe. Il en résulte une simplification naturelle des comportements. La vie s'écoule plus lentement, mais est vécue plus intensément. Dans la seconde moitié de leur vie, les individus ne cherchent plus à faire leurs preuves. Ils cherchent à se connecter à elle. Cette connexion est parfois empreinte de tristesse, parfois de silence, parfois de solitude. Mais cette solitude n'est pas un vide. Selon Jung, cette solitude est la première véritable relation qu'une personne établit avec elle-même. C'est précisément à ce moment que la prise de conscience tardive prend tout son sens. Car cette prise de conscience n'est pas une illumination tardive, mais une profondeur qui se révèle au moment opportun. On ne regarde plus ce que l'on a perdu, mais ce que l'on a gagné. Et ce que l'on gagne, c'est généralement le courage d'être acteur de sa propre vie. La seconde moitié de la vie commence avec ce courage, et ce commencement marque le moment où l'on vit véritablement pour la première fois. Le changement le plus significatif qu'une personne vit durant cette phase est sa perception du temps. Le temps n'est plus une ressource à consommer, mais un espace à remplir de sens. Selon Jung, dans la jeunesse, le temps est perçu comme illimité, ce qui conduit à le gaspiller sans discernement. Dans la seconde moitié de la vie, en revanche, on prend conscience de la valeur du temps. Cette prise de conscience n'engendre pas la panique, mais la sélectivité. On ne répond plus à toutes les invitations, on ne s'engage plus dans toutes les disputes, on ne cherche plus à satisfaire toutes les attentes. Ce retrait n'est pas une perte, mais un ajustement conscient. La vie s'approfondit en se simplifiant. On ne puise plus sa force dans la vitesse, mais dans l'harmonie. Au lieu d'adapter leur rythme intérieur au tempo du monde extérieur, ils apprennent à maintenir leur propre rythme. Jung affirme que la sagesse qui émerge durant cette période se nourrit non pas de connaissances acquises, mais d'expériences vécues. On ne ressent plus le besoin de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Au lieu de donner des conseils, on influence par sa présence. Les mots se font plus rares et l'attitude plus affirmée. C'est pourquoi les personnes dans la seconde moitié de leur vie sont généralement plus calmes. Ce silence n'est pas un repli sur soi,
mais le fruit naturel d'une plénitude intérieure. Selon Carl Jung, la véritable solution ne réside pas dans la correction des conditions extérieures, mais dans la transformation de son état intérieur. Ce changement s'amorce dès lors que l'on passe de la réaction au choix. La réaction est la réponse automatique de l'inconscient. Elle est rapide, brutale et souvent marquée par le passé. Lorsqu'elle est déclenchée, la personne croit réagir, mais en réalité, un scénario ancien se réactive. Jung décrit cela comme l'inconscient qui prend le contrôle. Le choix, en revanche, est différent. Il implique de s'arrêter, d'observer et de définir une direction. Ainsi, le pouvoir ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à prendre consciemment du recul. Ce recul, présenté comme une solution, n'est pas de la passivité. Au contraire, c'est la manœuvre psychologique la plus efficace. Lorsqu'une personne apprend que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées immédiatement, que toutes les pensées ne sont pas justes et que toutes les impulsions ne doivent pas être suivies, son espace intérieur s'élargit. Selon Jung, cet élargissement est l'équivalent pratique de l'individuation. La personne n'est plus emportée par les événements, mais devient un sujet qui les observe. Cette transformation commence par de petites habitudes. Retarder sa réaction, percevoir les tensions corporelles, se demander quelle ancienne blessure est réveillée par une réaction, voilà les fondements de ces habitudes. Dans ce processus, la personne ne cherche pas à se changer, elle commence à se reconnaître. À mesure que la conscience de soi s'accroît, le pouvoir des réactions diminue, car ce qui devient visible n'est pas contrôlé, mais compris. Jung établit ici une distinction importante. Les émotions se renforcent lorsqu'elles sont refoulées, mais changent de direction lorsqu'elles sont exprimées. Passer de la réaction au choix ne signifie pas éliminer les émotions, mais les replacer dans leur contexte. Cette contextualisation transforme également les relations. On ne prend plus chaque comportement personnellement. On ne perçoit plus chaque silence comme une menace, ni chaque critique comme une attaque. À mesure que la conscience du choix se développe, les limites deviennent plus claires. Ces limites ne sont pas rigides, mais cohérentes. Selon Jung, la cohérence est l'un des indicateurs fondamentaux de la santé mentale. Lorsqu'une personne sait ce qu'elle doit accepter et ce qu'elle ne doit pas accepter, le besoin d'explication diminue. Il en résulte une légèreté intérieure. Une autre étape importante du processus de résolution consiste à reconnaître le désir de contrôle. Le contrôle semble apporter la sécurité, mais il est souvent le fruit de la peur. Plus une personne tente de contrôler, plus elle se tend, plus ses relations se détériorent et plus sa vie se rétrécit. La conscience du choix, cependant, nous apprend non pas à renoncer au contrôle, mais à réduire notre besoin d'être dirigé. Selon Jung, il ne s'agit pas d'abandon, mais d'acceptation consciente. Lorsqu'une personne accepte de ne pas pouvoir tout contrôler, elle dirige son énergie vers les domaines où elle peut réellement avoir un impact. Cela rétablit un équilibre psychologique. La vie devient moins compliquée, car on n'accorde plus la même importance à tout. Le passage de la réaction au choix simplifie les comportements au fil du temps. On parle moins, on ressent davantage. On est moins sur la défensive, on gagne en clarté. Jung appelle cet état la souveraineté intérieure. L'individu est désormais maître de son propre espace spirituel. Le chaos du monde extérieur ne disparaît pas complètement, mais un centre se forme en lui. À partir de ce centre, même si l'on ne peut changer ce qui nous arrive, on transforme notre rapport au monde. La solution réside précisément là. Même si les difficultés de la vie ne diminuent pas, le fardeau qui pèse sur l'individu s'allège. Réagir est épuisant, choisir est libérateur. Selon Jung, l'individuation tient moins à des moments de prise de conscience intense qu'à la somme de ses petits choix conscients. Lorsqu'une personne est capable de s'arrêter et de choisir à chaque fois, les ombres du passé ne peuvent plus la guider. Ainsi, la solution cesse d'être un but et devient une expérience vécue, représentant la forme la plus aboutie de la relation de la personne avec elle-même. À ce stade, on commence à comprendre que le choix ne se limite pas aux grandes décisions. Il se cache souvent dans les petits moments. Choisir de garder le silence lors d'une dispute, ne pas répondre immédiatement à un message, laisser passer une émotion, autant de petits instants essentiels. Selon Jung, la conscience se développe précisément dans ces intervalles. Ce bref laps de temps entre réaction et action est le lieu où l'on se connecte à soi-même. À mesure que ce laps de temps s'élargit, on s'éloigne de l'automatisme et on commence à percevoir son propre rythme intérieur. Même si la vie ne paraît pas plus calme de l'extérieur, l'ordre s'installe intérieurement. On sait désormais que tout n'est pas urgent, que chaque émotion n'a pas à être dictée par une direction. Passer de la réaction au choix modifie également le langage que l'on utilise avec soi-même. Les dialogues intérieurs s'adoucissent,
les reproches diminuent et les attentes se simplifient. Jung considère cette transformation du langage intérieur comme un signe de maturité spirituelle. Lorsqu'une personne est plus juste envers elle-même, elle devient également plus claire envers les autres. Quand on se remémore la fin de sa vie, on réalise généralement moins ce qu'on n'a pas réussi à accomplir que ce qu'on a remis à plus tard. Selon Carl Jung, cette prise de conscience ne consiste pas à dresser une liste de regrets, mais à démontrer que la conscience a enfin trouvé sa juste place. Par conséquent, cette conscience tardive ne doit pas être perçue comme une perte, mais comme une sagesse acquise avec le temps. Dans la jeunesse, on vit à 100 à l'heure, on fait des choix hâtifs et on abandonne vite, car on croit avoir tout son temps. Avec les années, cette frénésie cède la place à la sérénité. On réalise qu'on ne peut pas tout faire, et c'est précisément cette prise de conscience qui transforme notre rapport à la vie. Ce que Jung souligne dans les dernières étapes du processus d'individuation, c'est que chacun trouve enfin sa place au centre de sa propre existence. Selon Jung, on ne peut saisir le sens du chemin qu'après l'avoir parcouru. Ainsi, cette prise de conscience tardive n'est pas une illumination soudaine et inattendue. C'est une clarté distillée par l'expérience vécue. La vie peut être devenue plus difficile, le corps moins robuste, les incertitudes plus nombreuses, mais la force intérieure demeure intacte. L'individu n'est plus défini par les circonstances extérieures. Ce qui lui arrive ne détermine pas qui il est, mais révèle sa position. Cette attitude dégage une force sereine. C'est une force qui permet de choisir au lieu de réagir, de comprendre au lieu de blâmer, de se connecter au lieu de fuir. C'est précisément ce que Jung appelait la conscience de soi. L'individu n'est plus fragmenté. Il est en paix avec son ombre, conscient de ses limites et les a acceptées. Cette acceptation n'est pas de la passivité, mais une acceptation mature. Sachant que la vie est incontrôlable, l'individu cesse de lutter contre elle. Selon Jung, cette prise de conscience est l'abandon de l'habitude de se placer au centre de l'univers. L'individu n'interprète plus les événements comme un échec personnel ou un malheur. Il les perçoit comme faisant partie intégrante de son expérience. Cette prise de conscience tardive transforme également son rapport à la mort. La mort cesse d'être une menace et devient un cadre naturel qui définit les limites de la vie. Selon Jung, ce cadre donne plus de valeur à la vie. Au lieu de meubler le temps, l'individu se connecte à l'instant présent. Les petites choses prennent de la valeur. Un regard, un silence, un soupir sont porteurs de sens. La vie n'est pas magnifiée, elle est approfondie. Cette profondeur crée un sentiment de satisfaction indépendant des circonstances extérieures. Finalement, on comprend ceci. Chaque instant où l'on se sent en retard est en réalité l'instant où la superficialité que l'on a négligée prend fin. C'est précisément là que se révèle la sagesse que Jung met en lumière. On ne cherche plus à être, on accepte ce que l'on est. Cette acceptation est silencieuse, sans prétention, mais durable. La vie, à ce stade, semble moins dramatique, mais plus réelle. Cette prise de conscience tardive ne redémarre pas la vie. Elle la fait véritablement commencer pour la première fois. Et ce commencement est le fruit naturel de la relation la plus authentique que l'on entretient avec soi-même. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.